La version historique qui va être proposée dans cette vidéo a déjà été soutenue par d'illustres philosophes tels René Guénon et Nietzsche lui-même. Bonjour et bienvenue à tous les débroussailleurs de l'histoire officielle. Au précédent épisode de Real History, nous avions démontré qu'il existait de la végétation et de la vie dans la zone arctique il y a seulement 10 à 12 000 ans. En effet, le sang de ce mammouth est une preuve irréfutable. La carcasse d'une femelle mammouth a été retrouvée dans un état de conservation exceptionnel. Une expédition russe a fait cette découverte dans le sol gelé d'un îlot de l'océan Arctique. Lorsque la glace a été percée sous le ventre de la bête, c'est bien du sang qui aurait coulé, du sang de 10 000 ans d'âge, retrouvé liquide par moins 10 degrés. Donc la dernière glaciation ne peut avoir démarré qu'après 10 000 avant Jésus-Christ. C'est loin d'être la première fois que l'on retrouve des mammouths gelés dans des zones polaires et datés d'il y a 10 à 15 000 ans. Cela remet à chaque fois clairement en cause la théorie officielle de la glaciation de Würm, qui nous raconte que les pôles seraient gelés depuis plus de 100 000 ans et que l'Europe elle-même serait restée gelée depuis 100 000 ans et aurait commencé tout de même à dégeler progressivement il y a tout juste 10 000 ans. Non, je préfère de loin l'explication fournie dans les textes sacrés hindous, les Védas. Il nous parle des cycles, il nous parle des yugas. Il nous explique que tous les 10 à 12 000 ans survient malheureusement pour l'humanité des déluges sur Terre. Cela concorde avec les grands cycles solaires d'une durée approximative entre 21 et 26 000 ans. Toutes les traditions anciennes nous disent qu'il y a souvent des problèmes à l'ère du Verseau et à l'ère du Lion. Cela correspond bien à la durée de 10 à 12 000 ans entre chacune de ces deux ères, alors que les chiens de garde de la théorie officielle agitent systématiquement le clonage ADN comme étant la chose la plus intéressante à faire avec ces découvertes pour faire diversion, noyer le poisson. Bref, les explications fournies par le Veda sont beaucoup plus cohérentes que la théorie officielle. Elle corrobore avec les données réelles, que ce soit les découvertes archéologiques ou les cycles astronomiques. C'est pourquoi nous allons, dans cette vidéo, beaucoup nous appuyer sur ces textes. Nous considérons l'origine des traditions comme nordiques, et même plus exactement comme polaires, puisque cela est expressément affirmé dans le Veda, aussi bien que dans d'autres livres sacrés. René Guénon. Les Védas sont les textes anciens les plus fiables, car à la différence des hiéroglyphes égyptiens ou de l'écriture cunéiforme sumérienne, l'interprétation de leur alphabet ne prête pas à discussion. En effet, l'alphabet sanskrit est unanimement compris et reconnu, contrairement aux hiéroglyphes et à l'écriture cunéiforme qui, elle, prête toujours à discussion dans sa compréhension. Les Védas ont été écrits il y a environ 3500 ans, c'est-à-dire à peu près en 1500-2000 avant Jésus-Christ. Cependant, ils relatent des faits beaucoup plus anciens, car les Védas sont issus de la tradition. La tradition, je dirais, primordiale, je dirais même hyperboréenne, vous allez voir. Et cette tradition orale relate des faits beaucoup plus anciens. Il est avéré que des faits décrits dans les Védas sont des faits remontant à une période où l'équinoxe de printemps se trouvait dans la constellation d'Orion, ce qui nous mène jusqu'à 5000 avant Jésus-Christ. Mais vous allez voir également qu'il y a d'autres éléments qui démontrent qu'on parle de faits encore plus anciens. Et surtout, on nous parle de choses et de phénomènes qui ne peuvent se produire qu'au pôle. Au pôle, le jour et la nuit ne s'enchaînent pas quotidiennement comme par chez nous. L'année y est divisée en une très longue journée de 6 mois ininterrompue et une très longue nuit ininterrompue de 6 mois également. Tout ceci s'explique par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, c'est-à-dire l'axe des pôles, qui laisse donc
dans cet exemple, le pôle Nord et ses alentours dans l'ombre une bonne partie de l'année. La durée de cette très longue nuit varie en fonction de la distance par rapport au pôle. Inversement, lorsqu'on va se retrouver en été, eh bien, comme vous le voyez ici, c'est une très longue journée qui va se passer. Nombreux sont les passages des Védas qui relatent cette très longue nuit. Ne parlant pas couramment le sanskrit ancien, je me suis aidé pour les étudier de cet ouvrage « Origine polaire de la tradition védique », un ouvrage écrit par Tilak, un hindou contemporain de Gandhi. Et dans cet ouvrage, donc, de nombreux passages nous parlent de cette longue nuit. Je vais vous en citer un, par exemple, dans l'Atharva Veda 1947. « Ô vaste et obscure nuit, fais que nous atteignions ta fin sans dommage. » On retrouve beaucoup cette idée de la nuit qui ne se termine pas, de cette nuit qui dure, à tel point qu'on fait des prières pour prier le retour du soleil. Mais les exemples les plus marquants, ce sont ces innombrables hymnes à l'aube. En effet, imaginez que vous êtes plongé dans une nuit qui dure depuis plus de 2 mois. Vous prieriez plus que tout le retour du soleil. Vous attendriez les premières aurores avec une impatience sans nom. Alors, dès la première aurore revenue, vous écririez des poèmes, vous écririez des louanges sur cette aurore qui, de plus, au pôle, au sortir de cette longue nuit, va durer 30 jours, oui, 30 jours d'aube. Imaginons on habite à Hyperborée. Allez, on se fait un kiff. On est au niveau du petit point jaune là, c'est-à-dire dans la zone non éclairée, ou plutôt la zone non frappée par les rayons du soleil, car une partie de cette zone est éclairée par le jeu des reflets des rayons du soleil dans l'atmosphère. C'est la zone d'aurore, une zone où il y a de la lumière alors qu'on ne voit pas le soleil. Là, on est passé à l'aube et puis là, on s'écarte, donc on est en quelque sorte au crépuscule. Donc, on voit là le mécanisme des aubes perpétuelles ou éventuellement des crépuscules. Cela dépend si on est en train de sortir de la longue nuit ou y rentrer. Au sortir de la longue nuit à Hyperborée, c'est 30 tours comme cela qu'il faut faire pour que l'axe des pôles se relève suffisamment et que les habitants puissent enfin percevoir à pleins yeux le soleil. 30 tours, c'est-à-dire une aube continue de 30 jours ou 30 aubes consécutives si vous voulez. On parle toujours de l'aube au pluriel. On définit l'aube par 30 sœurs. 30 sœurs, c'est-à-dire en réalité 30 jours, 30 fois où le soleil va faire mine de se lever, mais va aussitôt repartir au crépuscule. C'est pendant cette longue aube de 30 jours que ces hymnes seront chantés. Prenons par exemple le Rig Veda, chapitre 7, 76, verset 3. Retiens bien le verset, il y aura un terreau le prochain coup. Vraiment nombreux étaient ces jours qui étaient avant le lever du soleil et pendant lesquels, ô aube, tu étais vu avançant comme vers un amant et non comme une femme qui abandonne. Sublimes aurores boréales qui, lorsqu'elles surgissaient au beau milieu de la longue et pénible nuit de 2 mois, apparaissaient telles des divinités qui réchauffaient les cœurs de ces hommes qui n'avaient plus vu le soleil depuis des nuits. C'est ainsi que ces sublimes manifestations naturelles ont mérité les plus beaux hymnes védiques. Elles ont tellement réchauffé de cœur. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle. Une aurore boréale réchauffe un peu son cœur. Sublime montagne qui n'est pas sans nous rappeler le mont Meru, maintes fois cité dans le Veda, comme étant la montagne sacrée, l'endroit le plus proche du pôle, en plein centre d'Hyperborée. Mont Meru ou mont Meru, moi je préfère dire Meru car c'est le nom d'une ville en Île-de-France. Le mont Meru donc en plein centre d'Hyperborée. Borée, tiens donc, c'est le nom d'une autre ville française, dans le sud cette fois-ci. Tiens donc comme elle ressemble à ce qu'aurait pu être Hyperborée, comme cette montagne ressemble au mont Meru. Voici la même ville de Borée en été. Tiens, c'est bizarre. Des menhirs, des mégalithes. Tiens donc. Est-ce le hasard ou est-ce fait exprès? Pour vous aider, je dirais que je ne suis pas avare en secret. Allez, vous n'avez plus qu'à chercher. Un tout petit peu. Dans la mythologie nordique, les 3 dieux primordiaux Odin, Vilir et Vé
sont les fils de Bor. Bor est donc le père d'Odin. Et Bor nous ramène à Boré. Et si Boré était l'origine des dieux? Ces choses amusantes qui semblent vouloir nous transmettre des informations à la fois très anciennes, mais toujours aussi primordiales aujourd'hui, c'est la façon hermétique de transmettre la tradition. La tradition primordiale, c'est l'ensemble des connaissances acquises et nécessaires à l'humanité pour son épanouissement. Comme vous commencez à vous en rendre compte, il semblerait que nous ayons oublié beaucoup de ces informations. Il faut dire que les différents pouvoirs politiques qui se sont succédés ces derniers siècles y ont beaucoup aidé. C'est beaucoup plus facile de contrôler quelqu'un qui a perdu la mémoire. On peut ainsi lui raconter des gros bobards. C'est comme si les anciens avaient prévu par expérience dans leur infime sagesse qu'effectivement ces connaissances tendraient à s'oublier. Tu sais, Ramos, j'ai bien peur que nos enfants finissent par oublier. Dans quelques millénaires, j'ai bien peur qu'ils finissent par oublier leur origine. Tu as raison, Bjorn. De plus, ils ne vont donc pas s'attendre à la survenue des cataclysmes, cette survenue cyclique, ces moments où le ciel nous tombe sur la tête. Il vaut mieux être préparé à cette occasion. Alors, s'ils l'ont oublié, il nous faut trouver un moyen qui subsisterait au travers des âges, mais un moyen également très simple, que même un enfant pourrait découvrir. Nous devrions utiliser la mémoire vivante, c'est-à-dire la tradition orale. Tu as raison, Ram. Et inclure les notions d'origine, de pôle, avec des mots communs, ou avec des consonances, en tous les cas, communes évidemment, mais des significations différentes, au-delà et à travers les différentes langues indo-européennes que nous pouvons mettre en place. Ça parlera aux enfants. Ours polaire, le pôle, les origines. Qu'est-ce que t'en penses? On mélange ça dans différentes langues. On fait un genre de puzzle. Ils vont bien rigoler quand ils vont trouver ça en plus. Et puis, ils verront bien que c'était fait exprès. On va mêler ça à tellement de langues. Tu as raison, Ram. Faisons cela, afin que les fils de Bor n'oublient pas d'où ils viennent. Ils ont donc élaboré une façon hermétique de continuer à transmettre cette tradition à travers différentes techniques. Les poèmes, la mythologie, les contes, les noms des villes comme nous l'avons vu, mais également dans l'étymologie, c'est-à-dire l'étude des noms. Et vous verrez que nos langues indo-européennes sont toutes reliées les unes aux autres, comme si elles avaient toutes été créées par les mêmes anciens dans le même optique. Laissons maintenant la magie opérer. Nous étions partis de Boré, qui nous a menés à Bor, le père des dieux. Bor, c'est très près de Ber. Ber qui veut dire ours en anglais, qui se dit également bear en allemand. Bor, born, avec un N, ça veut dire to be born, être né. Donc la naissance, born. Maintenant, toujours avec la racine bor, bar en allemand, B-A-C-H, c'est la source, ça signifie source. Bär en allemand, ça veut donc dire ours également, et on sait que l'ours indique, par les constellations de la petite et de la grande ours, indique les latitudes polaires et indique ainsi le lieu géographique sur la Terre. Les étoiles permettent effectivement d'indiquer des latitudes sur notre planète. On parle bien de la zone polaire avec ces constellations de la grande et de la petite ours. Donc Bär, ça veut dire ours en français, qui est très proche du mot source. Donc l'ours, c'est la source. On continue. Comment dit-on ours en grec? Arctos. Arctos, c'est l'ours en grec. Et Arctos a donné le mot arctique, qui lui veut bien sûr désigner le continent arctique, ou l'océan, qui veut dire également, en anglais c'est également arctique que ça se dit. Maintenant, comment dit-on ours en suédois? Bjorn. Bjorn, c'est très proche de Born, encore une fois, la naissance. Maintenant, partons de Bjorn et mettons Njord à la place. Bjorn, Njord, oui, on valide. L'ancien dieu nordique, l'équivalent de Poséidon, et qui a donc répandu le déluge et a anéanti une civilisation. Tiens. Njord, c'est très proche du mot français Nord.
nord, le nord, qui est très proche également de porc, le sanglier, je dirais plutôt en l'occurrence, mais bon. Et puis d'abord, hein, c'est le commencement, d'abord le porc du nord, d'accord. Bref, comment dit-on sanglier en anglais? Boar, je ne sais pas trop comment ça se prononce, B-O-A-R, le sanglier. C'est encore une fois très proche de boar, et que dire du mot allemand Eber, hein, qui est très proche de bear, qui veut dire ours. L'ours et le sanglier sont vraiment intimes dans ces langues anglo-saxonnes. Maintenant, on va passer à la partie hindoue. Comment dit-on sanglier en sanskrit? Eh bien, ça se dit bara, c'est très proche encore une fois de boar, bara. Sauf que c'est avec un V parce que ça se prononce à l'espagnol. Et voilà, ensuite, comment dit-on alors oui, le bara en sanskrit indique à la fois la terre du sanglier et le sanglier lui-même. Ça, c'est René Guénon qui le dit, qui l'atteste. Le bara désigne la terre du sanglier. Et comment dit-on donc sanglier en français, à part sanglier? C'est vera. Eh oui, donc très proche de bara-vara, si vous voulez, avec le V à la française, vera. Vera est un synonyme de sanglier. Maintenant, on passe à la mythologie indo-iranienne, avec le fameux vara, qui veut dire enclos. Enclos ou arche. Alors, je cite la mythologie indo-iranienne, les Avestas. Yima a demandé à construire un vara, un enclos, car il a été averti que le paradis des Iraniens va être anéanti par une glaciation. Voilà. Donc ça, c'est texto la mythologie iranienne. Traduisons donc. Nous sommes passés de l'ours au sanglier. Que s'est-il passé? René Guénon nous dit que la terre de l'ours, Hyperborée, c'est l'ancienne terre du sanglier. C'est-à-dire qu'avant, Hyperborée s'appelait la terre du sanglier, puis c'est devenu la terre de l'ours. Quoi de plus logique, puisqu'à l'époque tempérée, il devait y avoir des sangliers. À l'époque glaciaire, seuls les ours peuvent encore y subsister. Il faut savoir également qu'en hébreu, les Hébreux appelaient les constellations de la grande ours et de la petite ours les constellations du sanglier. Et oui. Donc dans l'ancien temps, ces constellations, c'est les constellations du sanglier qui sont devenues la grande et la petite ours. Contrairement au sanglier qui ne peut survivre en zone polaire, l'ours est l'animal souverain dans les zones glaciaires, l'équivalent du lion de la savane. Et si l'ours désignait tout simplement les survivants hyperboréens à la glaciation qui, je le rappelle, a surgi d'une façon brutale. Dans la mythologie nordique, on parle des berserkers, c'est-à-dire ces hommes ours au pouvoir surnaturel. L'ours est présent partout dans la mythologie. Une vieille légende slave raconte que les ours ont pris pour épouses les femmes des hommes et que leur progéniture était de véritables demi-dieux. Les fils des ours seraient donc les descendants des rescapés de la glaciation et du cataclysme d'Hyperborée, les fils de Bor. Mais ils n'oublieront jamais Borée, leur paradis perdu, l'ancienne terre du sanglier. Les fils de Bor. Après les sangliers, les boucliers, lors du dernier épisode, je vous avais laissé un sacré indice. Avec ce bouclier bien rond, avec cette protubérance au centre, qui fait référence à l'axe du monde, l'axe de rotation de la Terre. Avec, si possible, cette croix qui fait référence aux 4 fleuves d'Hyperborée. Ce bouclier est porté par de nombreux guerriers européens. À commencer par les Gaulois, les Vikings, les Germains, les Troyens, évidemment les Celtes. Mais il y en a d'autres. Cette fois-ci, je vais vous donner un autre indice, mais là, c'est à vous de trouver. Voilà, donc un ours, ça vous dit quoi, là? Bah, évidemment, le symbole sur le thorax de l'ours, là, c'est naturel, il a ça naturellement, l'ours. Qu'est-ce que c'est que cette beauté de la nature, là? Bah, allez, je vous souffle. Léonidas lui-même,
Et oui, les Spartiates aussi faisaient référence à Borée par l'intermédiaire de cet ours. Mais également, quand vous mettrez le bouclier dans l'autre sens, le mont Méru, qui symbolise aussi l'axe du monde, encore une fois. Mais c'est pas fini, il y a beaucoup de copains qui me suivent, qui sont d'origine slave. Et oui, les Boréens, avant d'arriver en Grèce, il a bien fallu qu'ils passent par les pays plus au nord. Et à un moment donné, ils se sont posés en Thrace pour fonder la civilisation Dace. Ça se trouve en actuelle Roumanie, mais ça va même bien au-delà, c'est très très vaste. Petit extrait du film L'autre terre des dieux. Sur leur bouclier, un symbole significatif nous indique qu'ils seraient originaires d'Hyperborée, un continent légendaire. Une ancienne carte de Gérard Mercator datant de 1595 localise la patrie originelle de ces Hyperboréens dans les régions reculées du pôle Nord. Selon d'anciens textes, ces terres n'étaient pas à cette époque recouvertes par les glaces. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi le calendrier celtique est lunisolaire? C'est-à-dire, pourquoi utilise-t-il les lunes pour décompter les jours qui passent? Les historiens nous ont toujours répondu, c'est parce que les Celtes vouaient un culte à la lune. Faux! C'est tout simplement parce que ce calendrier a été établi dans un cadre polaire, avec une longue nuit de 2 mois où le soleil ne pointe pas le bout de son nez. Il était évident que pour décompter le temps, il fallait compter les lunes. C'est aussi logique que cela. Autre interrogation à laquelle les historiens n'ont jamais su répondre. Pourquoi le calendrier romain traditionnel, celui de Romulus, pourquoi compte-t-il seulement 304 jours? 304 jours dans le calendrier romain. Tout simplement parce que les Romains entendent par jour les jours où le soleil se lève. Or, effectivement, au pôle, avec la longue nuit de 2 mois, le soleil ne va se lever que 304 jours. Tout simplement. Toutes les énigmes de tous les calendriers anciens indo-européens s'expliquent par le fait qu'ils ont été établis dans un cadre polaire, hyperboréen. Ce calendrier traditionnel a été fort bien conservé chez les Celtes. Voyons tout de suite le calendrier celtique, dans lequel, vous allez le voir, le calendrier germano-scandinave, entre autres, s'intègre également fort bien avec la fête de Yule, que l'on voit tout de suite à midi sur ce calendrier. Mais commençons par le départ. Tout commence par le Nouvel An, c'est-à-dire Samhain ou Samhain à l'anglo-saxonne. La fête de Samhain, c'est effectivement le premier jour de l'année chez les Celtes, mais également chez les Vikings, les Germano-Scandinaves. Ce jour n'est pas daté car il est entre les deux mondes. C'est pour ça que c'est aussi la fête d'Heimdall, parce que c'est le gardien de la porte de l'autre monde. Ce jour n'est pas daté, il est ni d'ici ni d'en haut. Samhain se fête la première nuit suite à la première journée durant laquelle le soleil ne s'est pas levé. C'est-à-dire que le soleil a fait mine de se lever et on rentre en fait dans le long crépuscule, une période de longue aube crépuscule qui s'enchaîne. Et c'est à partir de là que Samhain démarre, quand en fait le soleil est entre les deux étapes, entre le moment où il est au-dessus et le moment où on ne le voit plus du tout. Ensuite, la fête de Yule, la fête du solstice d'hiver, qui aujourd'hui est encore conservée par la fête de Noël. Et oui, cette fête de Yule qui célèbre Yggdrasil, l'arbre-monde de la mythologie nordique, et qui aujourd'hui se manifeste par l'arbre de Noël. Et oui, notre arbre de Noël, c'est Yggdrasil. Nous sommes là en plein dans la longue nuit, et puis la fête suivante, c'est Imbolc, la fête de la première aurore. Donc Imbolc, en réalité, c'est la fête du premier jour où on revoit les premières lueurs de l'aurore. Ensuite, nous avons la fête de l'équinoxe de printemps et puis la fête de Beltane, du dieu Bélénos, c'est-à-dire du dieu soleil. À partir de Beltane, il n'y a plus de nuit noire. On sort de l'alternance jour-nuit. C'est pourquoi le cercle qui était colorié en jaune et noir l'est désormais en orange clair, puis en jaune, ce qui signifie que le soleil ne se couchera plus. Ensuite, on aura bien sûr la fête du solstice d'été, qui se manifeste encore aujourd'hui par la fête du feu de la Saint-Jean. Puis on a donc la fête de Loug, la fête du 1er août, qui donc est une fête encore une fois très solaire,
qui fête Loug, le polytechnicien, le magicien aussi. Ensuite, la fête de l'équinoxe d'automne. Et puis donc, la fin et le début de l'année avec à nouveau cette fête de Samhain. À partir du moment où le soleil ne se lèvera plus, donc on rentrera dans des longs crépuscules. C'est ce jour-là que démarra Samhain. Et c'est pourquoi tout le monde se bat à vouloir déterminer avec exactitude la date de Samhain et ne sait jamais trouver la bonne date. C'est tout simplement parce que cela va dépendre de la latitude. Pourquoi il n'y a pas de date exacte? Parce que Samhain pouvait être fêté à Hyperborée à quelques jours d'intervalle, étant donné que la latitude pouvait varier, donc ce moment précis où le soleil ne se lève plus varie également. On va retrouver de nombreuses traces de cette année polaire dans la mythologie européenne, notamment avec cette très longue nuit de 2 mois, mais également ce très long jour où le soleil ne se couchera plus pendant 2 mois. Ainsi, on remarque que dans les légendes slaves ou nordiques, il est courant de voir que le héros solaire, Balder, de la même racine que Bélénos, Balder, eh bien, le dieu soleil réside aux cieux. Mieux que ça, Balder demeure aux cieux, ce qui signifie qu'il va rester très longtemps au-dessus de l'horizon. Inversement, on a également beaucoup de mythes qui font référence à la mort de Balder. Ainsi, il est de bon ton de se raconter à Samhain le mythe nordique de Balder qui est malencontreusement tué. Il se retrouve alors enfermé au royaume des morts. C'est ainsi qu'Heimdall tente d'aller le ressusciter. Cependant, il n'y parvient pas. Il faudra encore attendre un certain temps avant d'apercevoir le retour du soleil. Ce genre de légende se retrouve chez les Celtes, chez les Slaves, mais également chez les Grecs, avec le mythe de Zeus qui est malencontreusement réduit à néant par Typhon. Typhon le jette alors dans une caverne dans laquelle il va rester enfermé. Mais tous les espoirs sont permis pour Zeus, il finira par s'évader. À tout seigneur, tout honneur, je laisserai synthétiser Tilac. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que les traditions védiques et avestiques, qui ont été fidèlement préservées par cette mémoire et dont l'authenticité est démontrée par la mythologie comparée ainsi que par les dernières recherches en géologie et en archéologie, établissent l'existence de l'origine arctique du peuple européen. Après la destruction de leur pays par la dernière glaciation, les Européens durent émigrer vers le sud et s'installer tout d'abord au nord de l'Europe, puis dans les plaines d'Asie centrale, pour finir par l'Inde. Résumé chronologique. Donc entre moins 10 000 et moins 8 000 eut lieu le cataclysme, destruction du pays arctique par la dernière glaciation. Ensuite, à partir de moins 8 000 jusqu'à moins 5 000, époque de l'émigration, les survivants de la race européenne errent en Europe et en Asie du Nord à la recherche de nouveaux territoires. Ensuite, à partir de moins 5000, les Européens commencent à se remettre du cataclysme et à se reciviliser. C'est pourquoi de nombreux hymnes védiques remontent à la première partie de cette période. Les bardes n'ont toujours pas oublié l'importance et la signification des traditions du pays arctique qui leur ont été transmises. Quant à ceux qui voudraient voir dans cette version hyperboréenne la résolution des mystères de l'Atlantide, je vais les refroidir un petit peu en vous citant René Guénon. René Guénon déclare « Nous affirmons la distinction de l'Hyperborée et de l'Atlantide contre ceux qui veulent les confondre et qui parlent d'Atlantide hyperboréenne. » Il ajoute « Il est vraisemblablement correct de distinguer une Atlantide méridionale et une Atlantide septentrionale, quoiqu'elle n'ait pas dû être primitivement séparée. Mais il n'en est pas moins vrai que l'Atlantide septentrionale elle-même n'avait rien d'hyperboréen. » Enfin, il enfonce le clou en déclarant « Il faut distinguer la Tula Atlante, le lieu d'origine des Toltecs, qui était probablement situé dans l'Atlantide septentrionale, de la Tula hyperboréenne. Et c'est cette dernière qui, en réalité, représente le centre premier et suprême
pour l'ensemble du Manvantara actuel. Alors le Manvantara, c'est l'ensemble des 4 yugas, donc le fameux cycle de 10-12 000 ans. À propos de la Tula hyperboréenne, c'est elle qui fut l'île sacrée par excellence et sa situation était littéralement polaire à l'origine. Toutes les autres îles sacrées, qui sont désignées partout par des noms de signification identiques, ne furent que des images de celle-là. Pour conclure ces 2 premiers épisodes de Real History consacrés à Hyperborée, je dirais que les preuves exposées, qu'elles soient scientifiques, mythologiques, linguistiques ou calendaires, démontrent l'origine polaire du peuple européen. Cette version est en tous les cas beaucoup plus cohérente que la thèse officielle qui, elle, souffre de nombreuses contradictions. Je rappelle que la version hyperboréenne de l'histoire a été soutenue par le très illustre philosophe Nietzsche. Nietzsche, mais également bien sûr René Guénon ou encore Fabre d'Olivet qui a inspiré André Savoret. André Savoret qui a écrit le livre Du menhir à la croix, livre que je recommande notamment pour tout son côté linguistique. Je soutiens bien entendu cette version que j'ai exposée dans mon livre Les Hyperboréens face à l'Empire, un livre qui démarre d'Hyperborée jusqu'à de nos jours et qui révise ainsi toute l'histoire. Je mets également en lumière les œuvres politiques actuelles par rapport à justement cette histoire réelle de l'humanité. J'espère que ces vidéos vous auront remémoré quelques vieux souvenirs. J'espère qu'elles rallumeront une étincelle dans votre cœur, car il est fondamental de savoir d'où l'on vient, surtout lorsqu'on comprend les implications que cela a. Si cela pouvait nous éviter que le ciel nous tombe sur la tête, ce serait bienvenu. Je réalise ces vidéos sur mon temps personnel, sur mes fonds propres, car j'estime que c'est de mon devoir de transmettre ces informations capitales, et également pour l'honneur de nos ancêtres qui nous ont transmis cela de manière très intelligente et fine, de façon peut-être codée, mais une fois que j'ai compris ce message, pour moi c'est une question d'honneur de le retransmettre. Car l'honneur, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est le respect des choses reçues, donc le respect de l'héritage de nos ancêtres, mais c'est également le don de soi. Voilà ce qu'est le véritable honneur. Pas grand-chose à voir avec l'orgueil, avec lequel on le confond souvent de nos jours malheureusement. Mais je suis sûr qu'on a encore plein de bonnes nouvelles à découvrir. J'espère surtout que ces vidéos vous auront donné le goût de la recherche, la curiosité, et que vous allez découvrir plein de bonnes nouvelles que l'on va pouvoir partager ensemble. À ce propos, regardez le calendrier celtique. Je ne vous ai pas expliqué la signification de la citrouille ou le symbole de la bougie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Allez, on va jouer, on va garder cet esprit joueur qu'avaient nos ancêtres, ces vieux farceurs. Vous allez répondre à ces 2 questions sur la citrouille et la bougie dans les commentaires de la page Facebook Pagans les Libres Païens ou sur le site internet pagans.eu dans les commentaires de l'article concerné. Je vous garantis que le premier qui trouve, je lui offre ce t-shirt dédicacé, les fils de bord. Pas mal, hein? Gardons cet esprit joueur, gardons cet esprit d'enfant. C'est comme ça qu'on va continuer à trouver. Il y a vraiment encore des tas de trucs à découvrir. Là, ce n'est que la face émergée de l'iceberg. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre attention. Je vous dis à la prochaine fois par Toutatis. En revanche, lorsqu'on sait lire les messages des anciens, notamment par le caractère des monolithes qu'on trouve un peu partout semés, jusqu'en Inde, en Bretagne, dans tous les pays où se sont succédés les hyperboréens, on voit très bien que ces gens-là étaient très qualifiés en astronomie. Ils n'avaient rien d'autre à faire. Quand on est sur une étendue gelée, qui a ni arbres, ni végétation, ni animaux visibles, parce qu'un ours blanc à 70 mètres, quelquefois on ne le voit pas, on ne l'entend pas, etc. Et pour s'orienter à partir du pôle Nord et pouvoir voyager, il faut quand même une très bonne connaissance des rythmes du ciel. Je rappelle que dans cette zone dite boréale, on voit les mêmes étoiles qui semblent tourner toujours dans le même sens, à la même vitesse, parce que c'est la Terre qui tourne, évidemment. Mais c'est intéressant de savoir qu'à tel moment, dans tel endroit, il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas de montagne, ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une science formelle,
fondée sur une géométrie de l'espace. Donc vraiment, ça ne peut pas être des gens minuscules. Ce sont en réalité les premiers rois des mers. C'était les premiers, ils ont donné un peuple qui est assez méconnu, pour ne pas dire méprisé, les Pélages. Les Pélages ont donné d'autres catégories d'individus et cet art de la navigation s'est sans cesse dégradé pour donner des gens qui naviguaient dans la Méditerranée après qui ne connaissaient plus rien alors qu'avant toute la terre leur était connue. Les premiers hyperboréens c'était les maîtres littéralement de la navigation sur la terre. Ils étaient également les maîtres des pierres pour une raison simple qu'on retrouve partout sur la terre exprimée de manière plus ou moins variée. Si l'on regarde par exemple les gens qui sont allés comme moi de nombreuses fois à l'île de Pâques,